Si t'en as marre de tester tes sportifs au hasard, cette vidéo est pour toi. Je vais te donner 8 conseils pratiques pour tester le cardio de tes sportifs, peu importe leur niveau. Et pour chaque conseil, je te donnerai au moins un exemple de terrain très concret issu de mes 10 ans d'expérience dans le métier pour que tu puisses tout de suite appliquer ces idées sur le terrain avec tes sportifs. Conseil numéro 1. Détermine pourquoi tu testes. Tester pour tester, ça sert à rien. Donc quand tu fais un test d'endurance, peu importe lequel tu choisis, il faut savoir pourquoi tu le fais. Donc pose-toi bien la question avant de faire le prochain test, que ce soit un test VMA, un test lactate, un test VO2 max ou un test de vitesse. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je fais ce test? Qu'est-ce que tu vas faire avec les résultats de ce test? Et à mon avis, c'est vraiment une question indispensable parce que selon le contexte dans lequel tu te trouves, selon les ressources, la logistique que tu as à disposition, eh ben, ça peut grandement influencer quel test tu vas utiliser parce que, encore une fois, faire un test pour dire je l'ai fait, mais ensuite ne rien pouvoir faire avec les résultats, ça ne sert pas à grand-chose. Je te donne un exemple très concret. Quand je travaillais en prépa physique dans le rugby, j'avais tous les outils à disposition pour faire des tests de vitesse assez pointus avec l'application MySprint où tu utilises un téléphone comme celui-ci avec un trépied et ça te permet d'avoir un profil force-vitesse sur 30 mètres qui est très détaillé, très pratique, très utile ensuite pour individualiser le travail de sprint. Sauf que j'avais à peu près 40 ou 50 bonhommes dans mon squad entre la première et la deuxième équipe quand je bossais notamment avec le rugby club à Nyon et on avait une pré-saison qui était plutôt courte, entre 4 et 6 semaines typiquement, et quoi qu'il arrive, oui, on faisait du travail de sprint, mais c'était un travail progressif pour faire en sorte qu'on limite les chances de blessure ou les risques de blessure à l'entraînement et dans les matchs, mais on n'avait pas vraiment le temps et j'avais pas les ressources logistiques pour ensuite individualiser ce travail. Donc ça servait à rien que je passe 2 ou 3 séances complètes à faire des tests de vitesse pour ensuite derrière ne pas pouvoir utiliser les résultats. Et ça te semble peut-être comme étant un conseil qui est un petit peu bateau, mais à mon avis c'est vraiment le plus important. Comprends bien pourquoi tu fais les tests et qu'est-ce que tu vas faire avec les informations ensuite. Conseil numéro 2, choisir la bonne modalité de test. Comme j'aime bien le dire souvent, le meilleur entraînement, c'est celui que tu n'as jamais fait. Donc parfois, ça vaut la peine de te tester ou de tester tes sportifs dans une modalité qui n'est pas celle de leur sport. Par exemple, tester un coureur en vélo peut être très très approprié si ce coureur a besoin d'accumuler plus de volume de travail, qu'il est un petit peu limité par sa charge en course à pied, dû peut-être à des problèmes de surcharge articulaire, des périostites à répétition, des choses comme ça. Et ben dans ce cas-là, le tester sur le vélo pour pouvoir faire une partie de son volume à vélo ou alors travailler le vélo en hors saison peut être tout à fait approprié. Le constat est le même pour les crossfitters par exemple. Tester des crossfitters sur le vélo, souvent on me demande ouais, mais pourquoi tu les testes sur le vélo? C'est pas spécifique à leur modalité, c'est pas spécifique à leur sport. Ben non, c'est pas spécifique, mais c'est pour ça que c'est intéressant parce que très souvent aujourd'hui, pour beaucoup de sportifs, des débutants jusqu'au haut niveau, on a tendance à se centrer un petit peu trop sur son propre sport et à délaisser un petit peu ce qu'on appelle la préparation physique générale. Et ce qu'il faut se dire, c'est que même si ce que tu fais en phase de PPG ne ressemble pas à ton sport, tu auras de toute manière des transferts intéressants vers ta discipline et c'est pas toujours facile de quantifier les transferts directs, mais ce qui est certain, c'est que ça te donnera une base plus large au niveau de ton fitness pour avoir plus de durabilité dans le sport, plus de longévité parce qu'on va éviter de négliger certains aspects. Parce que si tu fais que de l'entraînement de longue distance par exemple, toute l'année, ça veut dire que tu négliges certainement l'entraînement en force maximale, alors qu'on sait que la force maximale va t'aider pour le travail de longue distance, mais surtout va faire en sorte que tes os, tes articulations, tes muscles soient plus résilients. Et ça, au niveau de la fonction musculaire, on sait que ça va être très très important, surtout dans les années un petit peu plus avancées. Donc avoir une approche équilibrée est extrêmement importante et pour ça, choisir la bonne modalité de test peut être central. Bien entendu, tu peux choisir de tester un coureur en course à pied parce que tu as besoin de ses résultats pour peut-être orienter ses entraînements, individualiser ses entraînements, quantifier des progrès dans le temps. C'est tout des bons rationnels ou des bons arguments pour choisir une modalité, mais n'aie pas peur de sortir du sport en question et de les tester en dehors. En plus de ça, ça amène un petit peu de nouveauté. Si tu es un sportif qui a fait le même sport pendant des années, qui fait toute l'année le même sport, ça peut donner un petit peu de variété à l'entraînement. Ça peut leur permettre de se refocaliser sur quelque chose de nouveau. Et on sait que quand c'est nouveau, c'est un petit peu plus facile dans la tête aussi.
Et pour ça, le choix de la modalité du test est très important. Conseil numéro 3, choisir le bon protocole. Il n'y a pas de bon ou de mauvais protocole, juste celui que tu vas utiliser pour un objectif précis. Repense au premier conseil que je t'ai donné. Pourquoi est-ce que tu testes? Est-ce qu'on cherche à déterminer des seuils? Est-ce qu'on cherche à mesurer une performance sur le terrain? Et ce genre de questions va t'aider à décider quel protocole utiliser. Parce qu'on pourrait justifier un test VMA pour un coureur, ou alors on pourrait plutôt faire un test de VO2 max en labo, un test de VO2 max au format court. On pourrait faire un test de lactate avec des intervalles plus longs. On pourrait faire un test de terrain qui est basé sur une séance d'entraînement. Mais encore une fois, il faut savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ces informations et qu'est-ce que tu essayes d'extraire du test. Peut-être qu'un test VMA est intéressant dans une phase d'entraînement où ton sportif fait beaucoup de haute intensité en course à pied et que tu veux quantifier ses progrès spécifiquement dans ce type d'effort. Alors que si tu cherches à orienter ces différents entraînements à basse, moyenne et haute intensité, un test comme le protocole 41 peut être un peu plus approprié parce qu'il va te permettre de déterminer les seuils et ensuite de pouvoir orienter ces différentes intensités d'entraînement. Si on prend l'exemple du rugby, est-ce qu'un test Bronco est plus intéressant qu'un test demi-Cooper, un test 6 minutes? Là aussi, il faut bien choisir qu'est-ce que tu testes. Est-ce que tu veux tester la capacité de ton joueur de rugby à courir? Auquel cas, un test sur 6 minutes pourrait être tout à fait approprié. Ou est-ce que tu veux aussi inclure des changements de direction et de la relance? Auquel cas, un test Bronco ou un Vameval pourrait être un bon choix de protocole pour ce test. Et si tu me dis ouais mais j'ai déjà beaucoup d'informations préalables sur le test Bronco avec mes joueurs de rugby, donc je veux maintenir ce test, pour moi c'est un argument qui est tout à fait solide. Tu veux pouvoir comparer ce que tu as fait dans le passé et on sait qu'on ne peut que comparer les données qui ont été collectées de la même manière avec le même protocole et en allant plus loin avec les mêmes outils de mesure. Donc si tu as déjà des datas avec un type de test et que on pourrait entre guillemets faire mieux au niveau du protocole, mais que tu veux garder de la continuité et pouvoir comparer tes informations et que ça te suffit ensuite pour orienter le travail, garde le même protocole. Et là aussi, ta logistique peut t'aider à déterminer le bon protocole à utiliser. Parce que j'aurais pu, avec mes joueurs de rugby, utiliser des tests comme le Vameval, comme le Bronco, sauf que, encore une fois, j'avais 40-50 bonhommes à gérer, on avait très peu de temps pour la pré-saison et on avait une magnifique piste d'athlétisme à Colovray où on s'entraînait. Donc, j'ai choisi le test le plus simple, un test 6 minutes. Et donc, les gars s'échauffaient, ensuite ils couraient pendant 6 minutes sur la piste, on regardait la distance parcourue et avec ça, ça me permettait de séparer le groupe en 3 afin d'orienter les entraînements de tempo qu'on faisait plus tard. Donc rappelle-toi, il n'y a pas de bon et de mauvais protocole, il faut simplement pouvoir justifier le compromis que tu fais avec le protocole que tu choisis. Conseil numéro 4, choisis les bonnes mesures à collecter. À mon avis, un pilier central du testing sont les 3 P de Steven Seiler ou les 3 facettes de l'endurance qu'il appelle performance, physiologie et perception. Ça veut dire qu'idéalement, quand tu fais une séance ou un test d'endurance, tu veux quantifier au moins 2 des 3 P. Et pour te donner un exemple concret, si on prend le vélo, la performance sera les watts produits sur ta monture. La physiologie peut être ta fréquence cardiaque, le lactate, la VO2, le MOXY par exemple. Et la perception va être donc ton RPE, ton ressenti, qui peut être collecté au niveau de ta respiration, au niveau de tes jambes, peut-être même les deux. Et à mon avis, au grand minimum, lorsque tu fais un test, tu veux une mesure de ce qu'on appelle la charge externe et une mesure de la charge interne. Je vais t'expliquer exactement ce que veulent dire ces deux termes. La charge externe, c'est la performance que je viens de te citer, donc les watts sur un vélo ou les kilomètres/heure en course à pied. La charge interne, elle a 2 facettes, la facette physiologique et la facette perceptive. Et donc, au grand minimum, on veut la charge externe, c'est-à-dire les watts produits ou les kilomètres/heure qui ont été maintenus, et la part perceptive, parce qu'elle ne coûte rien, il n'y a pas besoin de matériel pour la mesurer, et donc simplement que ton sportif te donne leur ressenti de difficulté entre 1 et 10. Et tu penses peut-être que le ressenti est subjectif et donc qu'il est moins juste et moins précis que des mesures comme le lactate ou la fréquence cardiaque. Eh ben, il s'avère qu'après avoir vraiment plongé dans la recherche sur le sujet, le RPE est extrêmement bien documenté et extrêmement fiable comme mesure, surtout si tu sais le maîtriser et tu sais l'entraîner.
Et si ça t'intéresse d'aller plus loin là-dessus, j'ai fait une mini formation exactement sur le sujet pour t'aider à non seulement maîtriser ton ressenti, à comprendre la physiologie du RPE, mais aussi comment enseigner cet outil extrêmement pratique à tes sportifs lorsque tu les coaches, tu les encadres ou tu les testes. Cette formation inclut même un test par palier que tu peux faire au RPE, c'est-à-dire sans aucun matériel, ainsi qu'un programme d'entraînement de 4 semaines pour t'aider à mieux comprendre les zones d'entraînement sur la base de ton ressenti que tu peux également utiliser pour tes sportifs. Et souviens-toi qu'en achetant mes formations et mes programmes, c'est comme ça que tu soutiens tout le travail qu'on fait chez Upside Strength et que tu nous permets de produire plus de contenu de haute qualité gratuit comme celui-ci. Tu retrouveras le lien vers la méthode RPE dans la description sous cette vidéo. Conseil numéro 5, savoir comment encourager ton sportif durant un test. C'est important de comprendre que chaque sportif est différent et chaque personne aime être encouragée d'une manière un petit peu différente. Ce n'est pas du tout quelque chose que je faisais au début, mais récemment, lors des tests physiologiques que j'effectue, je demande toujours au sportif comment est-ce qu'il aime être encouragé lors de son effort. Parce que certains préfèrent rester dans leur bulle et être vraiment dans leur monde et que tu ne les déranges pas, alors que d'autres ont besoin ou aiment être encouragés. À la limite que tu leur cries dessus, ça va les motiver et ils vont pouvoir se transcender et vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est important de le savoir. Et c'est à toi de faire le caméléon en tant que coach et de te morfondre, de t'adapter selon la personne que tu as en face de toi. Tu le sais autant que moi, le coaching, c'est presque plus une histoire de psychologie que d'entraînement, ou en tout cas à part égale si tu veux bien faire les choses. Et donc, ne néglige pas cette part psychologique lors des tests. Si tu vas faire passer un test à quelqu'un, demande-leur comment ils aiment être encouragés. Apprends à lire les signes aussi qu'ils vont donner au niveau corporel, au niveau de leur visage, au niveau de leur langage, parce que ça va t'aider à mieux les encadrer, ça va les aider à créer une atmosphère idéale et leur permettre de se dépasser et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Conseil numéro 6. Contextualise les résultats pour mieux les interpréter. Faire un test, c'est une chose, mais savoir où tombe ce test dans la saison, voire dans la vie d'un sportif, c'est extrêmement important pour pouvoir utiliser les résultats de manière cohérente. Par exemple, est-ce que tu fais faire un test à des joueurs de handball en début de pré-saison alors qu'ils viennent de revenir de plusieurs semaines de vacances sur une modalité en plus qu'ils ne connaissent pas comme le vélo? Eh ben, tu peux t'attendre forcément à avoir des résultats qui vont être rapidement améliorés simplement avec la répétition de ce même test, même à quelques jours d'intervalle. Donc ça, c'est à prendre en considération. Où est-ce que se trouve ton sportif dans son cycle d'entraînement? Quel est le niveau d'entraînement de ton sportif sur cette modalité? Quelle est la phase d'entraînement que tu as fait avant d'arriver à ce test? Par exemple, on avait fait un protocole 41 avec Claudia après une grosse phase d'entraînement au seuil que Max avait planifié et forcément les résultats à haute intensité sur ce test n'étaient pas les meilleurs, mais simplement parce qu'elle avait essentiellement travaillé de la basse et de la moyenne intensité, donc forcément la haute intensité n'allait pas ressortir comme une grande force lors de ce test. Mais l'objectif du test était de voir où elle en était avec l'évolution de son seuil qui avait forcément augmenté avec l'entraînement, ce qui nous a permis de basculer ensuite sur un entraînement à plus haute intensité pour compléter son profil et lui donner la condition qu'il lui fallait pour le reste de la saison. Et l'erreur que je vois pas mal de coachs faire, c'est avoir peur de tester un sportif lorsqu'ils ne sont pas dans leur meilleur état de forme. Le test, ça ne doit pas toujours être le meilleur résultat que tu vas avoir. D'ailleurs, si tu le fais bien, c'est peut-être un test en début de saison, quand tu es le moins en forme, mais qui va t'orienter pour la saison à venir, qui va te permettre de voir où tu en es par rapport à la saison précédente, même si ce test n'est pas, entre guillemets, représentatif de ton pic de forme dans la saison. Conseil numéro 7, utilise les résultats pour orienter l'entraînement. Parce que les datas, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Pour reprendre l'exemple que je t'ai donné plus tôt, si j'avais collecté les profils force-vitesse de 40 joueurs de rugby sur plusieurs séances d'entraînement, parce que ça m'aurait pris pas mal de temps, qu'est-ce que j'aurais fait avec toutes ces datas? Est-ce que ça aurait changé mon approche à leur entraînement ou est-ce que j'aurais de toute façon dû faire la même chose pour tout le monde parce que je n'avais pas le temps ni les ressources pour individualiser ce genre de séance? Un autre exemple que je t'ai déjà donné, celui du test de course avec les joueurs de rugby, le test demi-Cooper ou le test 6 minutes sur piste, qui était très très simple à mettre en place, qui prenait le minimum de temps, qui logistiquement était parfait vu la piste d'athlée qu'on avait à côté du terrain de rugby et encore une fois qui me permettait de segmenter le groupe en 3 et de donner ensuite à chaque groupe différentes distances à courir sur les intervalles de temps qu'on faisait sur les courses
tempo à haute vitesse. Et forcément, la saison suivante, lorsque j'ai retesté tout le monde, on a vu non seulement leur évolution, mais j'ai pu aussi commencer à distinguer différents barèmes par rapport à des positions sur le terrain. Par exemple, je ne vais pas attendre d'un pilier qu'il court aussi loin sur un test 6 minutes qu'un arrière ou qu'un ailier, et donc on peut commencer à avoir des barèmes par position, et donc j'ai non seulement pu orienter les entraînements des différents groupes sur le terrain, mais j'ai pu, avec le temps et avec l'accumulation de données sur ces différents tests, j'ai pu commencer à déterminer mes propres barèmes en disant par exemple, si tu veux jouer troisième lignel en première équipe, il te faut minimum tant de mètres parcourus sur 6 minutes, et si tu n'as pas ce niveau entre guillemets minimum que j'ai déterminé via le groupe qu'on a à disposition, eh ben, tu as du travail supplémentaire à faire sur la course à pied afin d'être en forme pour pouvoir jouer à cette position. Maintenant, avant de te laisser, si tu es coach, préparateur physique ou kiné, sache que les portes pour mon Mastermind Endurance saison 3 sont bientôt ouvertes. Si tu n'en as pas encore entendu parler, le Mastermind, c'est une formation accompagnée sur 12 semaines où je t'enseigne tout ce qu'il y a à savoir sur l'endurance et la programmation de l'endurance pour tes sportifs, clients ou patients. C'est une formation que j'ai créée spécialement pour les professionnels du sport comme toi et que j'ouvre uniquement 2 fois par année pour t'aider à programmer l'endurance avec confiance et compétence. Et vu qu'on parle de profilage, sache qu'on dédie 2 chapitres complets sur le testing et le monitoring, avec en bonus des fiches de calcul, des normes à suivre, des protocoles faits pour toi, faciles à tout de suite appliquer sur le terrain. Mais plutôt que de m'écouter moi, écoute ce que disent les élèves de la 2e saison du Mastermind. Savoir gérer un minimum la programmation de l'endurance, c'est un outil indispensable. J'avais vraiment envie d'aller plus loin dans le sujet de l'endurance. J'ai trouvé le format très interactif, donc très digeste. On apprend beaucoup de choses du coup. Programmation, planification, c'était vraiment ce qu'il me fallait absolument. J'ai clairement gagné en qualité par rapport à ce que je fais avant. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Les places sont limitées, donc fais rapidement ta préinscription en utilisant le lien que tu trouves dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit bientôt dans la prochaine.